Je donnais des noms, comme il y a un trophée Mon corps y était. Par exemple, si l'étudiant est présent en classe, c'est 12 fois. Tu sais, c'était genre de. Mon corps y était. J'aime la nuance de dire, j'étais peut-être pas là psychologiquement, Mon corps mais y mon était. corps Tu sais, y c'est comme. Fait que c'est ça. Je leur donne des trophées comme ça, mais tu sais, c'était tout à la mitaine. Je leur envoyais par courriel. Puis là, qui a gagné le trophée? J'ai un fichier Excel qui en finit plus, là. Fait que c'est pour ça que quand je suis allé voir les TI en leur disant, regarde là, c'est intéressant, puis à toutes les fois que j'explique cette idée-là, vous me dites que c'est intéressant, mais là, j'ai besoin d'aide. Là. J'ai besoin de quelqu'un pour automatiser une partie de ce que je fais, là, parce que ça marche pas, là. Bonjour à vous, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à IA Café. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fred et David. Donc, la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, on recevait Philippe Després. Plusieurs thèmes ont été abordés. Le ton, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Peut-être le rappeler, c'est revenir, hein, chaque fois qu'on reçoit un invité, c'est revenir sur le sujet de l'invité, parce que c'est ça, quand il est là, on essaye de le mettre en valeur ses projets, tout ça. Mais il ne faut pas oublier notre objectif là-dedans, là, c'est de se mettre un peu de prendre un pas de recul, de se mettre un peu en surplomb, essayer de voir là, c'est quoi qui vient de nous dire, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur l'intelligence artificielle, sur les enjeux éthiques, sociaux, tout ça. Donc, c'est la perspective que j'aimerais avoir avec vous. Donc, les thèmes qui ont été abordés, mais il y en a plusieurs et on a choisi pour vous quelques thèmes. Le premier thème que j'aimerais aborder avec vous, non, avant de l'aborder, j'aimerais déjà mentionner, puis ça va revenir, je suis sûr, dans nos échanges, c'est la première chose, c'est que c'est placé en dehors du cadre de l'intelligence artificielle. OK? Tu te considères-tu comme un chercheur lié à l'intelligence artificielle? Non. Tout de suite, là, sans hésitation. Là. Pas vraiment, sans hésitation. Ça, c'est venu, puis j'ai l'impression que ça va revenir, entre autres pour les raisons qu'il a abordées, là, c'est-à-dire que c'est un thème qui est riche, qui est fourre-tout, qui est tendance, donc j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui en font sans trop s'en rendre compte, puis il y en a beaucoup qui pensent en faire, qui finalement en font pas vraiment. Fait que j'ai hâte de voir, là. Mais j'ai des noms en tête, il y moi. en a beaucoup qui pensent en vendre, qui vendent pas ça non plus. c'est intéressant parce qu'il même dans certaines parties de ses interventions, il disait ça. Il y en a qui pensent que telle chose, telle action, c'est de l'intelligence artificielle, mais ça n'en est pas vraiment. Donc ça, j'ai l'impression que ça va revenir avec les autres invités. En tout cas, c'est une question que j'aimerais m'assurer. Si je la pose pas, là, je vous invite à le faire. Tu te considères-tu comme étant un chercheur ou un artisan en intelligence artificielle? Puis oui, quelle partie? Puis sinon, pourquoi? Parce que lui, il se présentait vraiment comme en amont. Moi, je suis là pour penser à la structure. Je suis là bien avant qu'on pense à créer une intelligence artificielle. Moi, je suis là pour structurer la donnée, s'assurer que ce qu'on donne finalement aux intelligences artificielles, ce soit une donnée qui est épurée, qui est filtrée, qui est bonne. Moi, l'analogie que j'aimais bien, c'était celle de nourrir la bête, là, c'est-à-dire il y a une bête qui est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme nourriture, je dirais, puis elle va ressembler à ce que tu lui donnes. Là. Mm-hmm. C'est quelque chose que vous avez par exemple, comme il y avait l'image du pétrole. Là. On pourrait le prendre, la bête, qui est peut-être l'analogie physique. Là. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Mais il y a aussi l'image du pétrole. Là, on ne donne pas du pétrole brut à une auto. On donne du pétrole qui a été raffiné. Ce genre d'analogie-là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, ça me parle beaucoup, surtout si on reste dans l'analogie du pétrole qui est raffiné, c'est-à-dire qui le raffine, c'est quoi les conditions du raffinement, est-ce que les données sont valables, représentatives, est-ce que c'est des bonnes données? C'est évidemment des questions super importantes en intelligence artificielle, là. Mais aussi c'est qui valide les données, qui fait la saisie de données, comment ils sont traités ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font. C'est tout un enjeu éthique qui est en amont de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est important aussi. Là. Ouais. Parce que pas le faire sous-traiter, mettons, là, parce que je sais qu'il y en a qui se passent que pour
cligner des données, mettons, ils font ça dans des pays où est-ce que finalement $1 US vaut plus qu'ici. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te demandes des questions sur c'est quoi la valeur, tu sais, l'impact de ça. Ah oui, là, ça de pourrait ce être type. à ce point-là éventuellement. C'est confirmé. Là. C'est il y a, confirmé, il y a oui. Fiverr, là, finalement, aussi, qui est une plateforme que tu peux faire de la sous-traitance de sites web, des choses comme ça, pour comme $40 US, tu peux avoir un site web que tu donnes à finalement quelqu'un qui est comme Pakistan, en Inde ou peu importe. Mais Que pour lui, $40 US, c'est beaucoup, mais ici, c'est des pinottes, là. C'est ça. Mais pour traiter de la donnée Ouais, comme ça. oui. Amazon, ils ont Ah un oui. service directement ça sur une plateforme. Oui. Tu dis voici le genre de données que je veux taguer, voici c'est quoi les On a de la conditions. donnée brute, tout croche, des fichiers Excel. Ouais, des instructions comme. En fait, mettons, je sais que beaucoup ils font maintenant, mettons, j'ai un exemple pour les images. Mettons, c'est des images. Voici qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses. Maintenant, tag-moi-en 10 000. OK. 1 million. Go. Puis je te donne tant de scènes pour. Tant de quarts de scène ou de centièmes de scène pour être capable de le faire. Fait que, mettons, à la fin, il va peut-être se faire, je sais pas, 30-40$ US. C'est intéressant. C'est l'image classique du mineur qui va rentrer dans la donnée puis va piocher pendant des semaines et des semaines. Au lieu d'être dans une mine, il est dans son sous-sol, bien C'est dans... c'est la limite basse de l'intelligence artificielle, au sens où est-ce que, tu sais, l'intelligence humaine, ça a un sens commun, général, on apprend très, très vite, on peut mélanger des concepts super rapidement. C'est difficile d'entraîner un ordinateur ou en tout cas une intelligence artificielle à faire ça comme ça. On est très loin de ça encore. On est Là. vraiment loin. Ils sont très bons pour être meilleurs que nous dans une seule tâche, mais d'y demander d'être bon dans plusieurs tâches en même temps meilleurs que nous, à date, c'est impossible. Ça n'a pas été démontré encore que c'est faisable. Ça va être faisable un jour probablement, mais présentement, la singularité, on est loin de là. Tu sais. Simplement, entre autres, parce qu'on n'a pas de cadre théorique qui est capable de saisir c'est quoi l'intelligence générale. Fait qu'on peut juste la séparer en morceaux, percevoir, voir, raisonner, classer, etc., etc. Fait que ce que ça fait, en fait, c'est que là où l'intelligence artificielle arrête, l'être humain prend ça en charge. Pour des jobs de, par exemple, montrer une intelligence artificielle à faire la différence entre un chien et un chat, ben un enfant de 5-6 ans peut faire ça. Une fois qu'il a vu 7-8 images de chats, il est capable de reconnaître des chats en vrai, dans la vraie vie, à côté, sur d'autres images. Pour une machine, ça, ben là... C'est beaucoup d'images, on regarde de faire ça. C'est intéressant. Ça, justement, ton entrevue, David, avec Hugo Larochelle sur le podcast OpenLayer, justement, il faisait cette nuance-là, c'est-à-dire que pour la donnée, pour entraîner une intelligence humaine, lui montrer à distinguer un chat, un enfant, tu lui montres 2-3 photos de chat, puis il va dire c'est un chat, là, ça sera pas trop long. Là, dès qu'il apprend le langage, tu lui montres une belle petite image de chat, une autre image de chat, puis à un moment donné, tu lui montres une image de chien, il dira pas que c'est un chien. Là, mais si tu lui montres une autre image de chat différente, il va dire chat. Ça va y en prendre 3. L'intelligence artificielle, ça leur prend des milliers et des milliers et des milliers de données. Mais c'est même plus loin aussi, mettons... Tu sais, comme Hugo Larochelle parlait de Meta-learning aussi, le few-shot learning. C'est exactement ça. C'est ça. Hein? C'est vraiment ça. Comment leur apprendre aux intelligences? En fait, c'est d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, mais à partir de pas grand-chose. À généraliser exactement. à partir de presque rien. Là. Puis même, c'est souvent, c'est que je t'ai fait apprendre une tâche, puis là, je veux que tu sois capable d'appliquer une autre tâche. Puis de comprendre que tu dois apprendre quelque chose, puis tu fais quelque chose de totalement différent de ce que tu vas en apprendre. Puis c'est aussi, mettons, un des exemples, je ne me rappelle plus c'est qui avait donné ça, là, je pense que c'est Yoshia qui donnait ça, que, tu sais, la physique, mettons, là, je prends ça ici, je laisse tomber à terre, tu as compris le concept de la physique, ça marche, que si je lâche quelque chose, ça va tomber. Je te donne dans un autre contexte, je te le remonte, tu sais encore, c'est ça pour un ordinateur. Non, c'est pour un intelligence, ce n'est pas la même chose, parce que le contexte n'est pas pareil. Fait que pour lui, là, c'est difficile de comprendre, finalement, de le généraliser le concept à d'autres choses. Puis c'est un des gros, tu sais, avec le supervised learning, là, qui est finalement de dire, je te donne une étiquette, on ne sera pas capable d'atteindre finalement ce genre de compréhension-là. C'est pour ça que maintenant, il y a le self-supervised learning, le meta-learning qui tente finalement d'élargir ces frontières-là, mais c'est présentement encore à la recherche très académique. Il n'y a pas beaucoup d'applications encore de ça, puis ça tend à aller vers ça, puis c'est les prochains travaux, d'après moi, des plus grands chercheurs qui vont aller vers là pour casser cette frontière-là. C'est un des goulots d'étranglement. Actuel, présentement, c'est ça. C'est l'imitation. Pour donner un exemple, là, des fois, c'est un exemple que j'utilise moi-même là, quand je parle à des gens. Là. Un ordinateur ou une intelligence artificielle, moi, j'ai beaucoup de difficultés à appeler ça une intelligence artificielle. Là. Je fais toujours référence au champ d'étude plus qu'à l'objet lui-même. Mais mettons une IA qui a été entraînée, ça a beaucoup de difficultés à connoter ou à comprendre la connotation qu'on donne à des objets. Fait que, par exemple, une image qui serait anatomique versus une image qui est pornographique, pour une machine, là, faire la distinction entre les deux, là, c'est vraiment compliqué. Alors que pour quelqu'un d'assez jeune, ça devient assez rapidement facile. Fait que pour expliquer comment Google fait en sorte d'entraîner, par exemple, une IA qui va être capable de faire la distinction pour qu'on ait des résultats de recherche qui soient pertinents de notre côté, puis qu'on n'ait pas juste des images pour adultes, par exemple, ou un peu croustillantes, ben, c'est assez simple de vendre un ensemble d'images
de proposer un ensemble d'images à, je sais pas moi, quelqu'un qui a 10, 11 ans jusqu'à 77 ans, qui contient des images anatomiques ou des images artistiques, puis des images pornographiques, puis de demander à cette personne-là de juste dire, ben ça, c'est anatomique, ça, c'est... Quand c'est anatomique, tu swipes à gauche, quand c'est pornographique, tu swipes à droite, puis de faire ça pendant 15-20 minutes pour une fraction de scène ou une fraction de dollar ou quelque chose comme ça. Ce que ça fait, c'est que dans des pays comme ça où ce genre d'activité-là, où une pièce américaine représente beaucoup de ressources, ben on se retrouve avec des fermes à clics, par exemple. Fait que là, ben, c'est des gens qui sont devant des téléphones cellulaires un peu cheap, qui cliquent sur des images puis qui nettoient des ensembles de données comme ça à haut régime. Fait que ça permet à des laboratoires de recherche ou à des organisations d'engager très rapidement 5 à 10 000 personnes super vite qui vont travailler sur un projet pour nettoyer une base de données dans ce genre-là. Par exemple, ça peut être de la reconnaissance de mots, des mots orduriers dans un statut, ce genre de choses-là, ou des images, avec très peu de compétences. Fait c'est comme du travail déqualifié. Pour donner un exemple là, proche du 20e siècle, par exemple, là, au tournant du 20e siècle, ils se sont rendus compte que la job d'usine demandait tellement peu de qualifications qu'on pouvait demander à des enfants de travailler. Fait qu'ils se sont mis à faire des machines à dimension enfant. Pour permettre aux enfants de travailler, parce que tu n'as pas besoin de qualification. Il y a des images. Il aime ça dire des chats, des chiens. Puis, c'est ça. Fait que pour trier des images, l'intelligence commune, générale de l'être humain est vraiment, ou des mots, est vraiment très compétente. Ce qui fait qu'on peut demander de faire ce travail-là à des gens qui sont très peu qualifiés, notamment à des enfants, à des adolescents, à des vieillards, à des gens qui sont des alphabets, des illettrés, peu importe. Ils vont être capables de le faire. Fait que quand on s'en va, par exemple, dans des pays asiatiques, au Bangladesh ou ailleurs, ben ce genre de travail-là, c'est une des façons faciles d'aller chercher du revenu. Fait que c'est somme toute un espèce de retour. La révolution numérique amène, si on veut, son lot de conséquences là-dessus qui nous rapproche d'une révolution industrielle du début du 20e siècle. Exactement, avec le même genre d'enjeux, des gens, des classes qui sont différemment traitées, qui vont traiter de la donnée comme ça, qui vont purifier, rentrer au lieu de rentrer dans des mines, au lieu de faire travailler des enfants sur je sais pas, dans un moulin ou non, tout à coup, là, c'est sur de la donnée. Les IA, David, ceux qui travaillent avec des IA ou qui essayent d'en développer, dans quelle mesure est-ce qu'ils ont besoin de cette ressource-là? Dans quelle mesure ils ont besoin de ces données-là purifiées, des datasets qui sont... Ça dépend vraiment du contexte. Il y en a... moi, je suis plus en traitement de la langue, donc avec le langage naturel, du texte, tout ce qui est vraiment vers la voix, finalement, le langage. Ça, là, c'est de la notation pure et dure, parce que c'est souvent des problèmes qui sont pas difficiles, mais sont vraiment complexes à modéliser, là, finalement. Okay. Puis là, c'est là que tu dois avoir besoin des gens qui annotent des textes, qui annotent ci, qui annotent ça. OK, ça, c'est une entreprise. Puis c'est souvent, des fois, il y a comme une place à la... Donne-moi un exemple de à quoi ça peut ressembler. Quelqu'un qui annote, là. Mettons, je vais donner un exemple. Okay, je vais donner un exemple. Mettons que j'ai un collègue qui a travaillé dessus. Mettons, lui, finalement, c'était d'être capable d'extraire dans des documents légaux, des abus de cours, c'est qui, mettons, les entreprises qui avaient été poursuivies, puis c'est qui était finalement en poursuite dans ça. Donc là, c'est de prendre le texte, puis c'est un texte qui a beaucoup de bruit, des choses qui sont complètement impertinentes pour la tâche. Puis là, d'être capable de dire, j'ai l'entreprise A, donc ça, c'est une entité, une entreprise. J'en ai un autre qui est ici, puis c'est quoi le lien qui les unit, finalement, c'est de trouver dans ce texte-là qu'est-ce qui les unit. Mais ça, c'est quelqu'un qui doit passer sur le texte. Puis des fois, ça peut laisser place à l'interprétation aussi quand même. Mettons, je te donne un mot dans un autre contexte pour avoir l'air, puis OK, mais est-ce que ma phrase termine... Fait que tu sais, des fois, il y a des petites nuances quand même à apporter, puis ce qui a un impact sur finalement, tu sais, comme le signal qu'on veut envoyer à l'intelligence qu'on veut développer. Puis l'objectif, mettons, de ce texte-là, c'est d'être capable de cette tâche, puis qu'est-ce qu'il voulait faire, c'est d'être capable d'extraire ces entités-là, les liens qui les unissent, puis d'être capable de dire, telle entreprise a été poursuivie pour ça, puis peut-être de générer un résumé ou de faire peu importe les autres tâches avec, mais d'extraire cette information-là, c'est des tâches qui sont utiles parce qu'il n'y a pas beaucoup de données disponibles. C'est très fastidieux aussi à noter. Comparativement, mettons, des images qu'on a l'exemple, tu peux faire gauche-droite, 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 puis c'est facile. Mais là, un texte, tu dois le lire au complet. Tu dois faire ça. Fait il y a des types de problèmes que la façon qu'on travaille avec la donnée est différente, puis comment on a accès à cette donnée-là où c'est très différente. L'image, pas pour rien. En tout cas, moi, je pense pour ça que c'est les premiers qui ont eu des révolutions, c'était là-dedans, parce que c'est quand même facile à dire, ça, c'est un 9. Tu sais, mettons, le premier, le dataset le plus populaire, c'est le MNIST, qui est finalement... Le quoi? MNIST. Il y a plusieurs noms qui portent, mais d'autres, on l'appelle MNIST. Là. Finalement, c'est... en plus, au Canada, que ça a été développé, là, c'est les nombres de 0 jusqu'à 9, écrits manuscrits. Dans je l'ai vu, 78 par 78, me semble, c'est ça, la dimension 64, une affaire comme ça. Puis...
Ça a été, entre autres, là qu'on a appliqué les premiers qu'on appelle des réseaux par convolution, qui est finalement une fenêtre qui va graviter à l'intérieur pour extraire des pixels? des pixels, mais en fait, c'est de l'information, on appelle ça une feature, donc une caractéristique du nombre. Donc, tu sais, on peut comprendre que le 6 il n'y a pas les mêmes caractéristiques que le 7. Puis ce modèle-là essaie de comprendre, c'est en appliquant un filtre sur cette image-là. Puis ça a été, entre autres, Yann LeCun qui a travaillé sur ça, qui a été amené, puis ça a été les premiers datasets parce que c'est facile. C'est un set, tu le vois tout de suite, puis là, tu es capable de l'annoter. Tandis qu'un texte, des fois, ça prend un peu plus de travail pour faire ça. Puis, pas que c'est plus difficile ou plus complexe, c'est vraiment juste un problème qui est vraiment ailleurs. Mais le dataset des chiffres, ils l'ont produit comment, là? Je pourrais pas dire, mais après moi, je suis pas mal certain que quelqu'un l'a juste annoté. Là. Donc, ce serait quelqu'un qui a pris ça. Qui a écrit des nombres sur un papier, puis qui ont pris une photo, ils l'ont numérisé. Ils ont dit ça, c'est un 0, ça, c'est un 6. Puis des fois, tu n'es pas capable de dire, même un humain, de dire c'est quoi le nombre qui est là, parce que ça a trop l'air d'un 8 qui a l'air d'un 6 ou de whatever. Puis c'est vraiment juste quelqu'un qui l'a noté. T'as pas le choix des fois. Là, moi, dans mon travail de recherche, j'ai annoté mon texte. Il regardait des photos du nombre 6, puis il disait c'est un 6, c'est un 6. Exact. Ça, c'est un 6, ça, c'est pas un 6, ça, c'est un 7. Exactement. Puis ça produit combien de données? Ça La ressemble mémoire, à quoi, là, il y a là? autour de 25 000 données, je pense. 25 000 000 exemples. Je me semble, là, peut-être que. Autour de 20, moi, je dirais, il me semble que c'est 25 000. Là, je sais qu'ils l'ont demandé, ils l'ont grossi, puis tout. Là. Puis tu as Cypher aussi, là, que c'est 10 classes, 1000 classes, 50 classes. Tu as différents datasets. Celui-là, il me semble, c'est lui qu'on parle un peu plus tôt, là, finalement. Lui, il me semble qu'ils l'ont fait. Il y en a un, je sais qu'il y a un dataset qu'ils l'ont fait annoter avec les captchas. C'était comme identifier les photos, ou une affaire comme ça avec les captchas, me semble, identifier les photos, mettons, avec un panneau. Justement de ces captchas pour Mais générer des il datasets? me semble que j'avais entendu qu'il y en a un qui avait fait ça, mettons, comme identifier les images avec un panneau de signalisation. Fait que c'est gratuit. Ils taguent ton dataset. Oui, ils disent, fais ça, comme ça va nous démontrer que tu es un humain. Il me semble que c'est l'MIT qui avait fait ça. Écoute, ça fait vraiment longtemps qu'on m'a dit cette information, mais il me semble qu'il y a une université qui avait fait ça. Le gars, il voulait un dataset, puis il était comme, qu'est-ce que je fais? Puis il avait fait annoter ces datasets de même comme ça sur le web avec des méthodes de validation sur pourvu-tu que vous n'êtes pas un robot, identifiez ça ou dites cliquez sur l'image. Puis là, tu cliquais sur l'image, puis mettons, il y avait comme une tâche associée à ça, puis là, il ramassait des données comme ça. Tranquillement. Gratuitement. C'est là comme ça qu'il a réussi à le faire. Ouais, gratuitement, même sans le dire. Donc, c'est une forme d'exploitation. On revient tantôt. Mais là, c'est à l'insu de la personne qui travaille gratuitement. Je suis sûr que si Captcha fait ça, là, avant que tout le monde panique. Là, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne et une mauvaise idée. Là, c'est une façon d'aller capturer de la donnée. C'est comme les jeux sur Facebook au début. Mais ce serait intéressant au moins de le dire à la personne. By the way, on va utiliser le geste que tu es en train là pour essayer de... Non? D'aller chercher le consentement au moins pour le travail qui est effectué. Ça nous fait aborder le deuxième thème, là, c'est-à-dire le thème qui a été abordé aussi par Philippe Després. C'est exactement ça. C'est l'idée du consentement. Puis c'est intéressant. Mais le consentement éclairé, je pense que c'est ça aussi la nuance. Parce que effectivement, il pourrait avoir un consentement parce que j'ai cliqué, j'ai accepté, je n'étais pas un robot, mais il n'est pas éclairé. C'est un consentement, c'est comme en recherche. Hein. Ils disent un consentement libre et éclairé, mais qui est totalement libre, puis qui a un consentement totalement éclairé. Ouais. Donc, c'est quoi la notion d'éclairé, mettons? La notion de liberté est encore plus... est aussi complexe, en tout cas. Mais c'est l'idée qu'il soit suffisamment libre, que c'est un consentement qui n'est pas fait sous la contrainte, puis suffisamment éclairé. As-tu suffisamment d'informations nécessaires pour exercer ton jugement ou on t'a caché de l'information, on t'a pas tout dit, puis si tu avais su telle information, tu n'aurais pas consenti, etc. Donc ça, c'est les idées là, qui se cachent derrière le consentement en recherche. Mais ce qui était intéressant dans l'intervention de Philippe, c'est ça, il se plaçait dans une perspective de chercheur où là, on va avoir le consentement pour utiliser des données en recherche, mais ça plaçait le standard vraiment, vraiment élevé. Là. C'est-à-dire que, en recherche, on essaie de laver plus blanc que blanc pour avoir le consentement. Mais une question que j'aurais aimé poser à Philippe, c'est la distance entre cette façon-là d'obtenir le consentement en recherche, qui est très formalisé, surveillé, sanctionné si ça se fait pas, puis le consentement privé. Là, des données, là, on en donne à la tonne, souvent sans notre consentement ou avec un consentement, ils vont dire que t'as donné ton consentement parce que t'as cliqué est-ce que I agree or not là. D'une affaire de 50 pages. D'une affaire de 50 pages que t'as juste envie de dire ben oui, donne-moi ce que je veux là, je clique là puis donc c'est-tu vraiment un consentement éclairé ça là? On pourrait en fait, je pense que le consentement éclairé je vais recommencer. Le consentement, je pense que c'est valable à partir du moment où tu es capable de le retirer facilement. Le consentement n'a pas de sens si tu ne peux pas retirer ton consentement. C'est le principe même de consentir. C'est que dans le cas de Facebook, mettons, pour prendre une application comme ça,
quand on consent à partager nos données, parce qu'on ne les vend pas à Facebook, on les partage avec Facebook, c'est comme un droit de propriété partagé. Ouais. On consent à faire ça, puis notre participation au réseau est conditionnelle à notre consentement. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai consentement dans un contexte, par exemple, où on s'en sert pour travailler ou que c'est nécessaire pour se trouver une job ou quelque chose comme ça? Je ne suis pas sûr. L'autre chose, c'est l'utilisation raisonnable de nos données. Par exemple, Facebook, on consent à ce qu'ils utilisent nos données pour quelque chose qu'un être humain normalement constitué trouverait raisonnable. Cambridge Analytica, c'était pas raisonnable, fait que ça a provoqué un tollé. Oui. Dans le cas de Pulsar, puis j'imagine que c'est là que le génie des données doit être important, c'est que c'est plusieurs systèmes qui vont devenir opérables ou qu'on essaie de rendre interopérables ensemble. Fait que mettons que moi, citoyen lambda, j'ai donné mon consentement, comme il était question, là, une espèce de consentement à la pièce là, ou à la carte. Ouais, moi, je suis prêt à aller jusque-là dans mon consentement. Pour mes types de données que je te donne là présentement. C'est ça. Et non juste pour un projet spécifique de recherche. Exact. Ou pour certaines choses qui ne conviennent pas à mes valeurs, ou etc. Oui, c'est ça. Mettons, je veux pas que ce soit, comme il avait dit, les pharmaceutiques, les choses comme ça. Moi, ça ne me rejoint pas. Exact. Ben, ce consentement-là, mettons que mes opinions changent ou que je lis quelque chose qui change mon avis, puis que je retire mon consentement, comment je fais pour être absolument certain que mon consentement a été retiré à travers toute la ligne? C'est plusieurs projets de recherche qui vont utiliser les mêmes données. Mais comment je fais pour savoir ça? Deuxième question, mettons que je veux retirer mon consentement, mais je veux surtout m'assurer que les gens consultent mes données d'une manière que je juge raisonnable. Est-ce que je peux voir qui a consulté, pour quelle raison, c'est quoi la justification, comment est-ce qu'on se pilote là-dedans? Mais c'est exactement l'idée qui se cachait derrière son concept de métaconsentement. C'est comment consentir, mais plus que consentir une fois et pour toujours, mais plutôt je consens, mais de façon pérenne. Je suis capable de revenir, de savoir à quoi a servi mon consentement, les données qu'on a puisées. C'est pour ça que c'était... Puis je peux le retirer. Tout à coup, ben non, ça ne m'intéresse plus, j'ai changé. Ça fait 10 ans que j'ai donné ce consentement-là. Puis non, vous allez retirer mon consentement. Donc, toutes les données que vous avez fournies que je vous ai fournies, données à travers vos projets de recherche, vous retirez tout ça. Vous ne pouvez plus vous utiliser ces données-là. C'est pour ça que le contraste avec le privé est intéressant. Tu donnes l'exemple de Facebook. Est-ce que si tout à coup, si je décide de fermer mon compte Facebook, est-ce que peuvent me garantir que tout ce que j'ai donné va être retiré? Avec ce qui est arrivé, là, ils ont modifié. Là, je sais que, je me rappelle à un moment donné, là, c'était, tu peux en fait demander toutes tes données, puis ils vont te donner un gros fichier, je sais pas quoi, avec toutes tes données. Puis tu peux demander de supprimer tes données si tu supprimes ton compte. Tu peux même demander aussi de les filtrer à un certain volume aussi, là, les données quand même. Et c'est juste tout ce qu'ils disent, les autres, pour te garder, ce qu'ils disent, ouais, mais là, les publicités vont être moins ciblées pour toi, puis blablabla, puis ce genre d'affaires-là. Mais à quel point ils le font, là, à un moment donné, il faut faire confiance à l'organisme. Là, mais si un partenaire a eu accès à mes données... C'est là que j'ai vraiment trouvé intéressant. J'aimerais ça pouvoir savoir justement qui accède à mes données. Moi, j'aimerais ça savoir. Mettons, je te les laisse, mais qui va avoir accès? Moi, je veux que tu me le donnes l'information. Je veux que tu me dises, lui, il a consulté, puis pourquoi il a consulté aussi, là, tu sais. Puis si je vois qu'il y a un partenaire qui a consommé mes données ou qui a utilisé mes données, si je décide de retirer mon consentement, est-ce que je suis capable de retirer mes données de ce partenaire-là? Comment l'information se diffuse de retirer ça? Dans l'idée de métaconsentement, il y avait cette idée-là. Peu importe. C'est comme s'il y avait un consentement qui était toujours, moi c'est comme ça que je l'ai compris, là, rattaché à mes données. Puis si tout à coup mon consentement disparaît, ma donnée aussi disparaît. Peu importe qui l'a utilisé, là, c'était des projets de recherche, là. Peu importe dans quel projet de recherche ça a été utilisé, mes données ont disparu. Ça va même influencer, ça peut influencer là, minimalement, mais ça va influencer leurs résultats de recherche. Mais tout à coup, mes données ont complètement disparu. Je suis pas sûr qu'on est dans cette dynamique-là avec le consentement dans des applications, avec certains logiciels, tout ça. Mais ça peut avoir quand même des impacts intéressants. Je donne un exemple juste dans l'actualité. Là où je travaille, on donne des certificats. Tu sais, quand quelqu'un réussit sa formation, on envoie un certificat papier. Et pour ça, on a besoin de l'adresse. Après le scandale Desjardins, les gens ne voulaient plus nous donner leur adresse. On ne peut pas leur envoyer de certificat. Fait que si on imagine, par exemple, une affaire comme Pulsar, comme ça, où est-ce qu'on peut retirer notre consentement, puis que soudainement, il y a une fuite de données majeure, tu as un risque réel qu'il y a beaucoup de monde qui retire soudainement leur consentement, là, parce que c'est ça. Fait que là, tu as de l'impact. Fait que c'est toutes ces questions-là à gérer qui sont intéressantes. Il y a l'exemple de l'Estonie là, avec lequel il faut faire attention. Là, mais, l'Estonie, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Estonie, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Pourquoi je parle de l'Estonie? L'Estonie, c'est un pays de l'ancienne URSS, me semble. Exact, c'est ça. Puis qui a la réputation d'être un des gouvernements qui est le plus avancé dans sa transformation numérique. Puis on l'utilise souvent comme exemple. À mon avis,
c'est un peu une erreur parce qu'ils n'ont pas de système patrimoniaux comme on a ici. Il n'y a pas d'institutions. Il n'y avait pas les mêmes institutions que les autres. Ils ont parti from scratch, mettons. Ouais, Ils sont c'est capables de dire on le fait comme il faut la première fois. C'est ça, exact. Fait qu'ils sont partis, mais eux autres, l'identité numérique estonienne, sauf erreur, elle s'inscrit à l'intérieur d'une chaîne de blocs qui est donc des données distribuées sur plusieurs parties prenantes. Fait que, par exemple, mettons que tu fais affaire avec une clinique, la clinique, elle est attachée au gouvernement par une chaîne de blocs. Toi, tu as accès à la chaîne de blocs. Tu peux voir qui l'a consulté. Tu peux voir qui l'a consulté. Et c'est inaltérable, etc. Exactement, Ça parce que c'est laisse des distribué et ça laisse des C'est traces. ça. Ce qui fait qu'il y a récemment, ou l'année passée, je pense, il y a un patient qui s'est rendu compte qu'une patiente ou un patient, peu importe, qui s'est rendu compte que son médecin avait consulté son dossier sans justification. Puis il a porté plainte, puis le médecin s'est monté jusque dans l'ordre professionnel ou en tout cas l'instance là-bas, puis il a été radié. Mais c'est quelque chose, c'est correct. Je pense que c'est justement cette Ouais. façon de pouvoir aussi comme assurer sa sécurité comme numérique finalement. Tout Là. à fait. Parce que je suis pas mal certain que des fois, là, moi, ce qui m'avait marqué, là, un exemple qui m'en revient, là, quand tu fais une demande d'assurance, finalement, il y a le MIB qu'on appelle, qui est en tout cas, c'est un organisme finalement qui est nord-américain qui finalement log toutes les affaires qui se sont arrivées dans ta santé quand un assureur a consulté ton dossier de santé finalement auprès d'eux. Fait qu'il log, mettons, genre, lui, il a fait telle affaire, il a fait telle chose pour que finalement, ils peuvent se parler entre eux, puis tout le temps te refuser partout, là, tu sais. C'est ça marre ça le concept. Puis, Un beau concept. ouais, un très beau concept. Fait que j'avais fait une demande, mettons, je sais pas en quelle année. Puis là, un moment donné, genre, j'apprends ça quand je rentre au bac en 2016, mais tu sais, moi, j'ai fait ma demande peut-être en 2010. OK. Puis il y en avait 4 qui l'avaient consulté dans les années entre les deux. Puis j'ai pas fait d'autres demandes d'assurance. Ah oui. C'est juste que tu t'en rends pas compte que quand tu as demandé tel produit, ils sont allés demander ton dossier. Ouais. Puis là, fait que là, t'es comme, ah ouais, ok, c'est comme ça qu'elle diffuse mon information. Puis ça m'avait quand même marqué, puis j'étais quand même assez insulté. Parce que là, quand ils leur consultaient, parce que les autres, ils peuvent juste garder 7 ans d'information. Fait que quand ils consultaient plus tard, ben là, ils remarquaient l'information de l'autre avant. Ah ben oui. Fait que comme ça, elle restait toujours. Ben, voyons donc. Ouais, j'avais quand même été assez outré. J'avais été. Mais c'est là que tu vois la distance entre. Je reviens avec le monde de la recherche qui fait attention à ces données. Là, il y a un participant à la recherche, on en prend soin, le principe de dignité humaine, il faut respecter son consentement, tout ça. Alors que là, ben c'est ça, c'est pas nécessairement pour les mettre en contradiction, mais tu sais, dans le privé, il me semble que les standards, c'est pas exactement les mêmes. Là, on se permet une souplesse qu'on se permettrait jamais en recherche. En tout cas, j'aurais été intéressé de savoir, Philippe, ce qu'il pense de tout ça. La distance, c'est bien d'avoir en recherche, mais je ne sais pas à quel point il faut baisser ou ajuster les standards de la recherche en fonction du privé ou le contraire. J'aurais plutôt tendance à dire le contraire. Ouais, je suis ton avis aussi. Là. Moi, je pense que compte tenu, tu sais, il y a quand même un calcul à faire. Là. Je veux dire, je pense qu'on peut être un peu plus libéral avec la gestion des données compte tenu des bénéfices qu'on peut retirer de ces technologies-là, puis de l'analyse ou des données massives, en tout cas au moins. Là. Tu sais, les bénéfices peuvent tellement être énormes que je pense qu'on est dû pour avoir une discussion à savoir est-ce qu'on se permet d'être plus ouvert par rapport à l'échange de données ou pas, compte tenu du fait que ça a des gains importants. C'est ça qu'il faut faire. Là, ouais. Ça, je pense que ce serait intéressant. C'est là qu'on est rendu. Hein. De l'autre côté, il faut que les gens embarquent. Fait que ça veut dire que pour que les gens embarquent, il faut que tu les sécurises, il faut que tu crées de la Faut que t'aies un confiance. système faut que tu aies un système solide. Là, Ben, l'idée comme les blockchains, c'est intéressant. J'avais pas fait nécessairement le lien entre ces deux technologies-là, mais ça serait. Il y a peut-être de quoi avec exploiter avec le concept même de blockchain. Ou, Pour les données médicales, là, je sais qu'il y en a qui ont commencé à le faire. Là. Ah ouais? Peut-être 2 ans, j'avais assisté à une conférence, c'était Hacking Health, puis qui finalement, ils organisent des petites soirées comme ça. Puis il y en a qui t'avaient parlé que les autres, finalement, un projet de start-up qui voulait justement inscrire les données du client à travers une blockchain. Fait que, mettons, comme les données qu'on parle, mettons, je m'en vais faire une prise de sang, si ça, ben, soit inscrit vraiment à ça, puis que je sois propriétaire de ma donnée, puis que je peux la vendre à une entreprise. Puis finalement, c'est de remettre le contrôle de la propriété de la donnée dans les mains du citoyen. Dans les mains du Sauf que citoyen. là, ça l'emmène des problèmes différents qui disaient, ben, est-ce que le citoyen est vraiment capable de gérer ce genre d'informations-là puis savoir comment la monétiser? Là, finalement, c'était ça que ça l'ouvrait comme porte aussi. Mais c'était intéressant quand même comme d'exercice de voir, on peut aller vers où avec sur ça. la compréhension de la propriété de la donnée, parce que si on vend nos données à Facebook, on cède les droits. Là. Fait que là, c'est comment on... Comment mettre tout ça autour de c'est ça. Là. C'est ça. Ben, il y a au moins ça qui est clair maintenant. Il faut penser à cet enjeu-là et non pas donner nos données sans même avoir de droit de propriété, parce que là, c'est ça qui se passe. Là, on leur donne, on n'a aucun droit là-dessus, puis ils l'utilisent quand même, nos données. Là. De manière raisonnable. Oui, Style. c'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Mais moi, ça amène à un autre point là, que je voulais justement parler plus tard. Là, que finalement, la formation des chercheurs ou juste des gens qui viennent passer par l'université ou le cégep ou peu importe le niveau d'éducation, que de plus en plus, on travaille des données.
Puis moi, la première fois que j'ai été conscientisé réellement à l'importance des données, puis comme on a discuté plus tard, mettons que les données, ben, tu sais, c'est un comportement, ça a été dans la dernière année. Là. Je veux dire, ça fait 8 ans que je suis dans le système scolaire, puis c'est là qu'on me dit que les données, il faut que je fasse attention. Fait que je pense qu'il y a comme un gap entre, on parle beaucoup, mais il n'y a pas de formation du tout qui est offerte. On ne conscientise pas les personnes qui vont être amenées à checker des données au niveau que c'est important de le faire. Fait que finalement, tu arrives sur le marché puis tu sais pas vraiment c'est quoi, à quoi tu dois te rattacher comme sens éthique par rapport à ça. Est-ce que c'est de la moralité? Finalement, tu es comme, c'est pas moral, fait que je le fais pas, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre que lui, sa moralité va être capable de le faire. Fait que c'est quoi, mettons, les standards qu'on pourrait se définir? Ça prendrait quel genre de formation? Là? Au moins, là, je pense, montrer des exemples d'erreurs. Comme Cambridge Analytica, c'est un bel exemple que tu peux donner. Ben écoutez, là, ça, là, ça ne doit pas se reproduire. Au moins, faire ça, et pas juste de le dire, on a parlé entre nous, mais littéralement, un professeur, dans le cadre de son cours où est-ce que tu travailles des données, te présente, ben là, on va faire un cours qu'on va dire ensemble, ben pourquoi c'est important de faire attention aux données, puis c'est quoi le cœur de ça? Là? Oui, puis c'est quoi que ça reflète une donnée? C'est sûr que regardez par exemple, je ne sais pas moi, un thermomètre, là, tu as une donnée qui est donnée par le thermomètre, mais c'est une mesure qui est d'un phénomène X. Mais là, dans le cas des données qui sont collectées, comme on disait en amont de l'émission, c'est des comportements qui sont connectés. Puis la quantité de données qui est collectée, on la perd de vue. On ne contrôle pas notre empreinte numérique. T'sais. Je disais récemment que Google, en fait, ce qui fait l'argent de Google, c'est pas le mot qu'on rentre dans le moteur de recherche puis avec les résultats. Ça, il n'y a pas de valeur ajoutée là-dessus. Je veux dire, il nous donne un service, on prend le service, puis à la fin, il ne reste rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Fait que ce qui fait que Google est capable de valoriser ces données, c'est parce qu'ils sont capables de capter 56, un petit peu plus que 50 points de données à chaque fois qu'on fait une recherche. Fait que c'est pas juste le mot qui garde, c'est la façon dont le curseur se promène dans la page, c'est les liens qui passent sur lesquels par-dessus le curseur passe. Bref, ça a l'air, c'est la vitesse à laquelle on rédige ou on tape un mot. Je sais pas, là, mais ce serait plus de 50 points de données qui sont générés par recherche Google, puis c'est à partir de là qu'ils croisent les comportements, qui sont capables de faire des profils pour nous vendre de la publicité. C'est comprendre l'échelle où les données opèrent, à laquelle les données opèrent, ça, je pense que c'est important, ou ça va le devenir vraiment beaucoup. On n'est plus dans une échelle humaine, là. On est dans une échelle qui est au-delà de ça. C'est vrai. Puis qui est vraiment élevée, là, qui est vraiment haute. En quantité de données avec Internet des objets puis le 5G, ça va être encore pire. Ça va être fou. Là. C'est pas pour rien que c'est Google, Facebook puis Amazon qui sont présentement quasiment les entreprises avec les plus grosses valorisations boursières parce que c'est rendu, le nerf de la guerre, c'est rendu la donnée, puis la personnalisation de ces données-là aussi, surtout. Là. Tu sais, quand tu t'en vas sur Amazon puis qu'ils te proposent, hey, telle personne a aussi regardé ça pour toi, puis moi, je pense que tu vas aimer ça, puis tu l'achètes, ben c'est personnalisé en let's go, là, ça se passe, là. Clique, t'es commandé, là. Oui, c'est rapide, là. Puis c'est des traitements inimaginables de données. Je savais pas 50 points, c'est quand même beaucoup. Oui, j'ai vu ça quelque part, mais là... Mais ça pourrait faire du sens. J'ai pas eu le temps d'évaluer la source encore, mais il me semblait que ça avait un certain sens. Cette prise de données-là, c'est automatisé? Oui, c'est parce qu'on C'est sûrement pas quelqu'un qui regarde ce que tu as fait. Là. Mais tu sais, j'essaie de faire un lien avec comment générer de la donnée. Disons que c'est 50 points. Prenons cet exemple-là. Comment on génère des fichiers de données à partir de ces 50 points-là? Ça, c'est un gros problème technique, là, je pense. Là. C'est vraiment technique. Mon impression, là, moi, c'est que je veux dire, ils ont des serveurs de calcul qui sont juste dédiés à stocker des données. Là. Mais tu sais, c'est de la donnée brute aussi. Là. Faut se le dire, ça, mais là. comment tu passes de cette donnée brute-là en 50 points, qui peut-être. Puis t'en fais un vrai dataset là, purifié, prêt à être utilisé pour des chercheurs comme toi qui essaient de développer... Je peux pas répondre à cette question-là, moi. Je suis pas assez qualifié pour ça. C'est pas mon genre de compétence. Mais mon image que je vois, mettons, conceptuellement, avec ce que je connais, moi, je vois une grosse base de données là, qui est pas nécessairement structurée au type classique. Puis c'est vraiment juste, tu dompes cette donnée-là comme on appelle ça, je pense, d'après moi, c'est un data lake. Là. Mon impression serait comme finalement un lac. Là. Puis c'est juste, tu dompes la donnée là-dedans avec des champs qui reviennent tout le temps parce que tu traques toujours à peu près le sommaire, les mêmes champs, puis tu fais juste tout après ça, sortir ça tranquillement, puis là, tu concentres ensemble. Parce que tu n'as pas nécessairement un identifiant unique, peut-être pas l'identifiant unique nécessairement qui t'intéresse toujours. Mais là, tu sais, on leur facilite la tâche maintenant que tu es connecté avec un compte Google. Fait que, tu sais, il y a moyen mais c'est intéressant, tu prends ces 50 points-là, puis tu es capable de donner, pas de la donnée brute tout croche comme du pétrole brut, là, mais tu sais, tu pars de ces 50 points-là, puis tu es capable de générer de la donnée qui est purifiée, utilisable, prête à être utilisée par une autre IA qui essaie d'apprendre.
Ben là, le système, il peut être en boucle. Là, Ah oui, définitivement. Mais tu sais, Google, si je me trompe, écoute, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais tu sais, c'est le genre d'entreprise qui changent leur. Tu sais, ils ont un code base qui est finalement la quantité de code qui est utilisée pour leurs différentes applications. Si je ne me trompe pas, le code base, il change à peu près de 50% par jour. Fait que, après, toutes les lignes de code sont réécrites. C'est pour juste refaire encore, réécrire, améliorer finalement, continue ça. Je me rappelle plus exactement la quantité, mais il me semble quelque chose que compiler le code chez Google, juste ça veut dire prendre le code dans le format textuel qu'on voit puis de l'emmener en code informatique, vraiment qu'un ordinateur peut l'interpréter. Il me semble que c'est littéralement quelque chose comme plus d'ordinateurs que sur le campus qui, à chaque jour, fait juste compiler du code. C'est immense la quantité d'informations informatiques, comme de processus informatiques qui sont utilisés, puis de ressources juste pour avoir un fichier exécutable qui est capable de finalement seulement faire les différentes tâches. C'est énorme qu'est-ce qu'ils font, là. Genre, en termes de... C'est juste une échelle qui est à un autre niveau, là. C'est inimaginable la quantité de développeurs qui sont là et qui font du travail en continu, en cochon. Là. Ça, là. En cochon, là. Non, mais non, mais tu sais, je regardais ces chiffres-là. C'est du travail brut. Là, écoute, le chiffre m'échappe. Il me semble que c'était quelque chose comme dans 20 000 CPU qui faisaient juste compiler. C'est énorme, là. Je veux dire, c'est gigantesque comme nombre de CPU qui fait juste prendre un texte, le transformer finalement en code interprétable binaire là, pour un ordinateur. Ça n'a aucun sens. Ben, c'est justement avoir l'idée de l'échelle à laquelle ces organisations-là opèrent, là, c'est juste inimaginable. Quand on se fait présenter, quand Amazon présente le Amazon Web Service puis ses centres de données... ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand Microsoft présente Azure, ça n'a aucun sens. J'ai visité le centre de sécurité de Microsoft un petit peu avant les fêtes. Là, c'est immense. C'est juste une ville. Commune mesure. C'est une ville, c'est ça. Tu sais, puis ils sont rendus à un niveau où est-ce que finalement, c'est vraiment de la démesure. Un exemple concret là, de qu'est-ce qu'ils sont rendus, qu'ils font. Là. Le plus gros modèle présentement dans mon domaine que j'utilise, c'est vraiment la génération de texte. Fait que c'est un modèle de langue qu'on appelle qui tente de modéliser c'est quoi la langue, mettons la langue anglaise. Puis comment on est capable avec ce modèle-là finalement de générer des textes. Okay. Le plus gros modèle, c'est une technologie qui s'appelle finalement un transformer, qui est juste un mot technique. Mais finalement, ce modèle-là, le plus gros qu'ils ont fait, c'est quelque part comme il y a 1 an et demi à peu près, c'était 8 milliards de paramètres. 8 milliards, t'es comme, c'est beaucoup de paramètres. Facebook, pas Facebook, j'ai dit Microsoft en a sorti un il y a un mois, 17 milliards. Voyons donc. 8, 17. Ça n'a pas d'allure. Puis les gains marginaux sont ridicules. On est en décimale l'amélioration sur des datasets. Puis c'est vraiment juste un statement pour dire on a tellement de matériel physique, de GPU, de tout ce que tu veux, d'affaires malades qu'on est capable de faire boum, ça. Tu sais, l'espèce de combat, j'ai des plus gros bas que toi, là. Oh, ouais, c'est ça. Il y a une saine compétition. Émulation, on va le dire comme ça. Je ne sais pas à quel point elle est saine. Je suis pas sûr qu'il c'est sain, moi non plus. Hey, le dernier thème que je voulais aborder avec vous, puis ça, c'est vraiment un questionnement que j'ai depuis, c'est les principes FAIR qui a été expliqué par Philippe. J'ai l'extrait ici, là, juste pour nous remettre en contexte. Là. Le principe FAIR, tout ça a été cristallisé dans un article de Nature en 2016. Et FAIR, ça veut dire que la donnée elle devrait être... F, c'est pour findable, donc découvrable. Elle devrait être accessible, devrait être interopérable et devrait ultimement être réutilisable. Donc, c'est ça, quatre beaux mots. On les aime bien, mais je les comprends pas tous. J'ai regardé le FAIR, même Wikipédia, là, je suis allé voir là-dessus. J'essaie de comprendre un peu. J'ai ici. Bon, FAIR, en français, ils ont traduit ça par F comme dans facile à trouver et retrouver. Bon, ça me semble peut-être plus simple à comprendre. Accessible, pour le A, là, FA, accessible. Donc, facile à accéder, des données ouvertes. Donc, on peut comprendre c'est quoi les principes qui se cachent derrière ça. Interopérable. Moi, je comprends rien. Ça là, j'ai regardé c'est pas mal que c'était pareil tantôt, finalement, qui est d'avoir plusieurs systèmes qui peuvent les mélanger ensemble, les données. Genre, mettons, moi, j'ai généré mon dataset j'ai un champ qui se recoupe avec un autre dataset, mais les autres champs ne sont pas nécessairement ensemble. Fait que tu es capable de les mettre ensemble. Je pense, c'est ça, là, ça ferait du sens. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Mon interprétation, que je le comprends. C'est comme ça que je le comprends aussi. C'est que je pourrais prendre, mettons, un dataset A, un dataset B, un C, puis de mettre plusieurs champs ensemble. OK, donc ils se parlent. Puis, mettons, j'ai 5 colonnes, mais je pourrais avoir, mettons,
13 colonnes à la fin parce que j'en ai clairement qui se regroupent ensemble pour les fusionner ensemble. Je pense que c'est ça qui est finalement un concept qui est finalement dans des bases de données, c'est vraiment ça qui est structuré, là, finalement, dans des tables qui groupent, puis avec des champs, des clés qui permettent de recouper les tables ensemble puis reconstruire l'information. C'est mon interprétation, mais est-ce que j'ai raison? Je suis pas un expert, je pourrais vraiment pas dire fair que ça veut dire. Je l'ai appris pas mal là, moi. Je suis assez content parce que je suis vraiment pas un expert aussi. Tu es plus expert que moi, puis je trouve qu'on... Ça fait du sens quand même, là. Tu valides un peu ma compréhension, fait que j'espère que tu as raison. Je pense que... On est des vrais experts, c'est-à-dire qu'on a une expertise qui est pointue, qui n'est pas celle qu'on a en ce moment, sinon on ne ferait pas ça. Là. Exactement. Moi, j'essaie de la développer, mon expertise. Je peux vous parler d'éthique longuement, mais là, j'essaie de faire des liens entre l'éthique et l'intelligence artificielle. Ça se peut que je me sente pas expert exactement dans ce champ-là, mais le but, c'est de la développer. Là, hein. On est à épisode 1. Souhaitons, quand on aura 24 comme toi en ce moment, là, je suis rendu à 30. Là. Qu'on ait développé notre 30, ça n'a pas d'allure. Qu'on ait développé aussi notre expertise. Donc, faire facile à trouver et à retrouver, ça fait du sens. A comme dans accessible, facile. J'aime ça avoir la différence entre le F et le A présentement. Facile à retrouver. Ici, on parlait d'identifiant unique et pérenne, qui a un langage commun. Rapidement avoir une ligne. Indexé. OK. OK, je comprends. Fait que pas finalement que tu scrolles un fichier CSV qui finit plus puis tu fais un CTRL F pour trouver le nom de la personne. Oui, c'est ça. Tu fais CTRL F puis tu cherches exactement puis il y a un langage qui est commun. Ça prend une fraction de seconde d'avoir l'information. Une fraction de seconde parce que tout le monde se sera donné un langage qui est commun, opérable, tout ça. Là. Donc ça, je pense que c'est là-dessus que facile à retrouver. Là, c'est ce que ça voudrait. C'est findable. C'est ça. Tu es capable de trouver l'information que tu veux. Oui, donc findable, ils n'ont pas trouvé de F pour dire ça, donc ils ont dit facile à trouver. J'aimais mis des trouver, découvrables. Là. Lui avait utilisé le mot découvrable et non findable. Pour findable, finalement, il a utilisé découvrable. J'aimais vraiment ça. Je pense que il cherchait un F pour faire. J'imagine, mais there, c'est intéressant aussi. Là, genre, je sais pas. There, c'est bon. C'était quand même intéressant. On devrait repartir ça comme ça. Donc, découvrable, facile à découvrir, c'est intéressant. C'est peut-être ça le premier concept qui est là. Accessible, celui-là est plus simple. Là. Qu'elle soit gratuite, ouverte. Ouais, j'imagine que ça doit être ça. Là. C'est open source, là, il me semble que tu avais marqué dedans aussi. Là. Données ouvertes via des protocoles qui permettent aux machines de communiquer entre elles. Okay. C'est ça qui est ajouté. Là. Via des protocoles qui permettent aux machines de communiquer entre elles, puis après ça, interopérable. Pour moi, il y avait comme une duplication là. Uh-huh. Oui, en effet. Fait qu'interopérable, là, c'est notre défi. Là. Essayer de trouver qu'est-ce qu'on veut dire. Ça va sûrement revenir, j'imagine. C'est des principes qui sont en matière de traitement, de purification des données. Ça semble être des principes qui sont reconnus. Fait que ça va revenir, ce terme-là d'interopérable. On verra à quoi ça peut. Le dernier, c'est réutilisable. Donc, des données qui peuvent être réutilisées. Donc, qui sont là, sont formatées de façon à ce qu'elles puissent être réutilisées. Peut-être ce qu'on donnait tantôt, là, qui puissent être réutilisées par une autre IA éventuellement. Ouais, mais je pense que c'est le début là, qui parlait aussi, justement, tu sais, comme le chercheur, il crée une information, puis souvent, il la jette, ça finit sur un laptop de quelqu'un qui finalement va switcher ce laptop-là, puis plus jamais cet dataset va être utilisé. Je pense qu'il est vraiment là de réutilisable, c'est de dire, je l'ai généré la valeur, je veux dire la donnée, mais je suis capable de la revaloriser d'autres fois par après, subséquemment, si j'ai le consentement, bien sûr, mais je suis capable de faire plus qu'un projet avec et non l'acheter, puis de refaire un test, puis de redépenser d'argent encore. Ça, cette image-là a fait mal. Là. Des chercheurs qui ont jettent des données. Là, surtout ce que ça vaut là, en termes d'investissement. Public, souvent. Là, c'est de l'investissement public, souvent. C'est de l'argent public où là, des fois, tu peux avoir des cohortes de, je sais pas, disons que 100 personnes, on prend des mesures sanguines, on a des données, puis à la fin, tout ça, tu prends ça, puis désolé, poubelle. Ça a été perdu sur un disque dur qui est plus utilisable. Pour le dernier, là, c'est quoi? Le dernier, c'est réutilisable. Il y a peut-être aussi l'idée de quand on planifie, mettons, un projet de recherche, là, d'être capable d'aller chercher des données qui sont utiles. Mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé quand vous remplissez un formulaire avec vos renseignements personnels. Des fois, ils posent des questions. Tu fais, pourquoi ils me demandent mon groupe d'âge? Là? C'est pas utile pour ça. C'est pas utile. Pourquoi ils me demandent ma date de naissance? Ils te posent une question puis ça a déjà la réponse. C'est pas pertinent pour ça, mais peut-être que c'est pertinent pour un autre mais projet de recherche. Il y a peut-être, je dis ça comme ça, là, je spécule, mais peut-être qu'en arrière du réutilisable, il y a ça aussi d'avoir garder à l'esprit que quand on va chercher de l'information, il faut que ce soit de l'information qui reste pertinente, qu'on n'ait pas accès à n'importe quelle information qui n'a pas de rapport avec le projet de recherche. Ou je sais pas. Donc, on garderait le terme là, utile là, aussi, le réutilisable. C'est quelque chose qui est utile et qui est réutilisable éventuellement pour un autre chercheur, un autre projet de recherche, une autre application, etc. Donc, voilà, c'était les thèmes que je voulais aborder sur
sur la participation de Philippe Després. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter de retenu sur cette participation de Philippe? Moi, j'ai une anecdote. À un moment donné, vers la fin, il mentionne la loi sur la protection des renseignements personnels en Ontario. L'année passée, il y a eu un cas comme ça où des cliniques médicales ont anonymisé l'ensemble des données de leurs patients. Puis à partir de ce moment-là, les données cessent d'appartenir aux patients en question, fait que ça appartenait à la clinique. Puis ils ont vendu à un broker de données qui fait du marketing pour des compagnies pharmaceutiques. C'est dans l'actualité. Il y a moyen de trouver ça, je peux. Mais ça, on y reviendra. C'est intéressant parce que ça, lui, il disait vraiment qu'il y avait une déconnexion, vraiment une différence entre la façon qu'on perçoit les données ici et là-bas. Là. C'est ça. C'est quand même quelque chose, ça. Oui, c'est quelque chose. C'est intéressant. On y reviendra peut-être dans un autre épisode, mais le concept même d'anonymisation, ce qui peut être une donnée anonyme pour un humain, pour une intelligence artificielle, là, quand tu te mets à faire des recoupements différents datasets de données anonymisées, là, si ce n'est pas les mêmes données anonymisées, à un moment donné, il s'agit juste d'avoir accès à un autre dataset où les données n'ont pas... Il y a un cas qui a été fait de même. Où là, tu te mets... Tu sais, une intelligence artificielle, ça peut faire des liens... Les autres, c'est même pas une intelligence artificielle, c'est un humain qui avait juste réussi à le faire. Là. C'est pas si compliqué que ça. Là. Il y a des articles qui ont sorti en 2019, justement, que la part des procédures d'anonymisation sont vraiment pas bonnes. Oui. Mais sauf erreur, je pense que la loi sur l'accès à l'information, là, au Québec, celle qui protège, entre autres, sur les renseignements personnels, je pense qu'elle prévoit que le renseignement personnel, il peut être créé par le croisement de données aussi. Fait que, si par exemple, quelqu'un prend une donnée, une autre donnée, croise, puis ça donne une information sur la personne, c'est considéré comme un renseignement personnel. OK. Je dis ça sous toute réserve, mais je pense qu'elle est pensée comme ça. OK. Mais moi, mon exemple, c'est aux États-Unis. Là, il me semble que c'est un dataset sur Kaggle. Je pense que c'était Netflix, mais je ne suis pas 100% certain. Mais je me semble que c'était Netflix. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire une compétition là-dessus après. Puis c'est je pense que c'est un sénateur que finalement, il avait fait un rendez-vous, quelque chose, puis il avait réussi à trouver une information sur le sénateur, puis des affaires qu'il ne voulait vraiment pas que ça se sache. Puis ça avait vraiment fait l'atelier justement parce qu'il avait réussi à prendre un dataset A avec un dataset B, puis à rejoindre ça, puis extraire. Hey, il y a telle personne qui a eu tel problème de santé qui était allé tac, puis était capable de sortir des affaires. Puis il y avait pas, le monde n'avait pas trippé tant que ça nécessairement sur ça. Ben, lui, du moins, là, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont de plus en plus peur aussi. Puis qui avait été, il me semble que c'est 2019 ou 2018 qui a démontré un chercheur que la part des anonymisations, tu peux le reverse assez facilement. Là. Il y avait des méthodes plus rigoureuses, mais la part des méthodes utilisées actuellement ou par la part des organismes privés, c'était vraiment juste pour dire que t'anonymisais. Juste caviarder un texte, là, ça fait pas. Là. Ça fait plus. Surtout si un humain, si un humain peut le faire, imagine une intelligence artificielle qui est capable de faire des recoupements, des liens entre différents datasets à une vitesse qu'on ne comprend même pas. Là. Ça se peut bien que le principe d'anonymisation, ce soit peut-être pas notre meilleure garantie pour protéger de l'information confidentielle. Bon, très bien. On a fait une belle aventure, belle première aventure. C'était le fun aussi d'avoir comme première aventure, un chercheur qui se positionne en amont de l'intelligence artificielle. Ça fait un lien logique avec ce qui nous attend. C'est-à-dire que maintenant, on est prêt à sauter dans l'intelligence artificielle. En souhaitant que le prochain nous dise ce qu'il fait de l'intelligence artificielle. Ça serait intéressant. Mais surtout, les concepts, là, c'est-à-dire qu'avant même d'arriver, d'atterrir en intelligence artificielle, il y a l'idée que la donnée qu'on va fournir, je pense que c'est l'idée générale là, qu'on peut retenir, que la donnée qu'on doit fournir aux intelligences artificielles soit une donnée de qualité. Donc, si on veut avoir des intelligences artificielles qui sont de qualité, qui respectent les principes humains, dignité, respect, équité, tout ça, il faut s'assurer que la donnée en tant que telle, elle aussi, elle a été collectée, colligée dans un contexte où on a aussi respecté ces données. Puis même avant d'arriver à l'AI, des fois, c'est juste de comme qu'elle soit qualité, puis tu peux l'utiliser sans même avoir besoin d'un AI. Là. Des fois, tu n'as même pas besoin de ça. Mettons, je pense qu'il donne un exemple, si m'en est justement un médecin qui voudrait accéder aux données que tu as eues dans un autre hôpital, bien, juste le fait que si ça peut être centralisé, ce genre de données-là, c'est déjà un plus, puis que ça soit bien fait, sans même qu'on ait besoin de mettre un AI dessus, juste qu'on peut centraliser l'information numérique. Là. C'est un point qu'il avait amené aussi. Là. Je pense que c'est pour ça peut-être qu'il ne se voit pas juste en AI, parce que lui, il se voit plus, je pense, en tout cas, dans l'interprétation, c'est dans la structuration. Des données. Puis ça donne que tu peux vraiment coller juste un tuyau puis d'aller faire des modèles AI, mais tu préfères d'autres choses, juste faire une interface visuelle, finalement, de présenter l'information sur un patient A.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est pour ça qu'il se plaçait à C'est l'extérieur. mon de- interprétation aussi. Le but, là. c'est de structurer la donnée en tant que telle, peu importe qui l'utilise. Si c'est un humain, Exactement. ben, facilement accessible, mais si c'est un IA aussi qui va apprendre, il faut que ça soit Tu peux possible. appliquer les mêmes principes faire aux deux types de personnes. là. C'est intéressant de voir la tendance on va prendre aussi, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un humain qui peut l'utiliser, puis c'est un IA, est-ce qu'on va avoir tendance à colliger cette donnée-là Mhm. pour qu'elle soit plus digeste pour un AI ou plus compréhensible pour un humain? En tout cas, on verra où ça s'en À ça s'en suivre. va. Une prochaine étape, c'est de rendre les raisonnements de l'AI digestes pour un être humain. Oh, ben ça, on est... Il y a du travail à faire là-dessus. Il y a des gens qui on travaillent est pas- là-dessus. La boîte noire, mais ça sera notre objectif. Là. On va essayer de l'ouvrir au cours de nos épisodes. Comprendre ce que l'AI fait, c'en est un vrai défi. Là. On verra si on peut ouvrir cette boîte noire que l'intelligence artificielle. Voilà, c'est tout. Notre temps est complet. Est écoulé. Voilà. Alors, on se voit à notre prochain épisode. Merci, les gars. À la prochaine. Salut bien. Ciao. Bye. Bye.